On va recommencer. Bon, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Jérôme Laurent, papa d'un de mes meilleurs potes qui travaille dans un cabinet de recrutement, Robert Walters. Euh, voilà, comme à chaque épisode, n'hésitez pas à nous faire des retours sur les différentes qualités. Aujourd'hui, on a des micro-cravates. On essaye de s'améliorer petit à petit. Ce qui est le plus important, à mon sens, c'est la qualité de l'audience aussi. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vais essayer d'être plus présent sur LinkedIn pour vous annoncer les prochains invités. Et puis, ben, on va démarrer. Jérôme, bonjour. Bonjour, bonjour Caleb. Est-ce que tu peux te présenter Oui, je peux le faire tout à fait, assez rapidement. Donc, j'ai aujourd'hui 54 ans, 2 enfants. Je sors d'une école de commerce. Ça fait désormais 33 ans que je travaille. Voilà, alors essentiellement dans la finance et avec des épisodes où j'ai été DRH, directeur général. Enfin, voilà. Et c'est à peu près ce qu'on peut en dire. Ok. Quel profil est-ce que tu avais quand tu étais au lycée? T'étais plutôt matheux, bosseur T'avais quel type de... Profil plutôt matheux, oui. Ok. Bosseur, non, pas du tout. Je pense qu'on peut même dire que j'étais un énorme feignant. Euh, mais plutôt tourné vers les maths, la physique. Voilà. Je fais une terminale qu'on appellerait aujourd'hui spé maths physique. Ok. Voilà, j'ai eu mon bac ric-rac. Et non, on peut pas dire que j'ai travaillé. Ok, et comment t'as décidé, qu'est-ce que tu as décidé de faire après? Ça se passait comment pour postuler à des formations? Euh, Est-ce que tu avais des idées en tête? Tu me disais en off que tu voulais faire médecine. Oui, tout à fait. Alors, j'avais effectivement, il y avait deux grandes idées au moment où j'ai terminé mon parcours au lycée. C'était soit la médecine, effectivement, parce que je voulais être médecin depuis longtemps, soit j'avais dans l'idée de monter une boîte. J'avais des idées. Ok, déjà quand même, alors que c'était Ouais. pas la Startup Nation à l'époque, Non, non, pas du c'était tout. pas du Mais tout la prolifération. j'avais une idée notamment petit, hein, de monter une boîte de services aux particuliers. Voilà. Je me rends compte que j'aurais dû le faire. Mais monter une boîte, ça signifiait connaître la manière dont se gère une entreprise, etc. Et puis il y a eu une autre idée qui est venue, mais plus en fin de prépa, qui était de travailler dans le tourisme, enfin dans le marketing du tourisme en milieu de montagne. Il D'accord. faut savoir que je suis grenoblois, que j'ai passé beaucoup de temps en montagne et que voilà, mon rêve c'était d'habiter dans une station à 2000 mètres d'altitude. Et initialement, t'es issu de quel milieu plutôt aisé Issu d'un milieu, oui, plutôt aisé, voilà, La avec médecine, c'est parce que tes parents étaient ouais, médecins ou... ma mère était médecin, Ok, mon père, lui, était ingénieur en informatique puis chef d'entreprise. ok. Je ne sais pas si c'est l'inspiration de mes parents ou si c'est parce que Un pied j'avais de... des idées, voilà. Mais la médecine, oui, non, c'est depuis que j'avais 6 ans que je regardais ça. Et il se trouve qu'à l'époque, je me suis inscrit en fac de médecine et que le numerus clausus était au point le pire en fait, et que mon niveau en physique et en chimie permettait pas n'était de... pas forcément suffisant en fait pour passer les fourches codines de la première année de médecine. Ok, et ça se passe comment? T'as postulé, t'as fait ta première année de médecine, t'as passé le concours, et ensuite... Ah non, 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 je suis même pas allé en fac de Ah, t'es médecine. même pas... Ah, ok, d'accord. C'était soit la fac de médecine, soit une prépa HEC. D'accord, ok. Et donc t'as choisi la prépa. J'ai choisi la prépa. T'as postulé, ça marche comment pour postuler? Tu devais Alors pour envoyer des postuler, lettres on devait envoyer des lettres, le dossier scolaire papier en fait transitaire entre les différents lycées. Donc moi j'étais au lycée à Grenoble, donc j'ai envoyé mon dossier à des prépas à Grenoble. Et puis comme mon dossier n'était pas formidable, j'ai pas été pris dans les prépas à Grenoble, donc je me suis retrouvé dans une prépa à Paris. Voilà, une prépa C'était qui quoi? s'appelle prépa Commercia maintenant. Ouais, ok, ok, je connais, ouais, carrément, ouais. Ouais. Ok, c'est quelle prépa qu'il y avait à Grenoble Champollion, Champollion, ok, ouais. Champeau C'est quand même aussi. des grosses prépas, ouais, ok. Oui, oui, c'est une grosse prépa. Ok. C'était déjà une grosse prépa à l'époque qui apparaissait dans les classements assez haut, voilà, et qui intègre bien parisienne. D'accord, ok. Donc t'avais déjà quand même la maturité de te dire je vais faire prépa et t'avais en tête que ça allait être compliqué et J'avais dans l'idée que, t'allais te mettre à bosser, tu t'es dit j'ai une marge, j'en ai encore sous le pied ouais, et je vais alors pouvoir me mettre à bosser. c'est toujours très facile de se dire, C'est vrai, ouais, c'est je vais me vrai. mettre à bosser, ouais, Tellement, mais je tellement. prends des résolutions, etc. Puis en fait, l'arrivée en prépa, c'est une grande claque dans la figure parce que quand on a l'habitude d'être pas trop mauvais en terminale, les premières notes en prépa, elles sont catastrophiques. Ça vient avec des commentaires. Ma première note en philo, ça a été 1 par commisération.
Voilà. Donc il m'a quand même laissé un point, mais en me disant normalement ça aurait dû être négatif, quoi. Mais donc il y a une grande claque dans la figure. De toute façon, la nécessité, c'est-à-dire que on peut prendre toutes les résolutions qu'on veut. Une nécessité qui se fait jour en prépa, et puis il y a l'échéance du concours. Savoir que quand j'étais en prépa HEC, la prépa elle durait 1 an, et que le concours c'était, on commençait en septembre, et le concours c'était en avril. C'est la boucherie, quoi. Mais la plupart des gens faisaient 2 ans, non? Oui, moi j'ai fait 2 ans, ouais, tout à fait. Ça a été une boucherie la première année au concours, puis ça s'est mieux passé la seconde parce que j'avais pris de meilleures habitudes de travail, parce que je m'étais concentré sur mes matières fortes. Voilà, j'étais plutôt bon en maths, donc j'avais vraiment blindé en T'as maths. capitalisé sur ça, ouais. Voilà, et après j'ai essayé de limiter les dégâts sur les autres matières, quoi. Mais c'est une stratégie, tout le monde aujourd'hui capitalise sur les maths et les langues, et aussi un peu la géopo. Parce que c'est ça, t'étais en maths géopo. Oui. C'est ça. Parce que tu sais, aujourd'hui, il y a 1 million de réformes. Tu peux faire maths approfondi avec de l'ESH. Tu peux faire. C'est un peu des parcours à la carte. Ouais, d'accord, mais ça je savais pas. Moi, les matières essentielles, c'était évidemment les maths, les langues, la philo. Ok. Et puis après, géopo, effectivement, enfin, je ne sais pas quel cours, quel nom ça avait, mais c'était histoire, géographie, géopolitique, voilà. C'était un cours assez large, très approfondi sur un certain nombre de sujets. Voilà, il fallait connaître l'économie de la Russie, l'économie des États-Unis, enfin de l'URSS à l'époque, hein, parce que c'était avant la chute du mur. Il fallait connaître le fonctionnement de la CEE, maintenant Union Européenne, et tout ça en 7 mois. Mais Quoi. ouais. Ah, c'est tellement short, je me dis. Ouais, tout à fait. Ah, c'est ouf. C'était très intense. Et tu te situais où dans la classe? Ouais, tu m'étonnes. Tu te situais où dans la classe en première année? T'étais tête de classe, mid? J'étais moyenne, milieu de classe. Tu bossais quand même. Tu faisais Ah oui, l'effort de bosser. Ouais, c'est clair. Et tout le monde cravache, hein. Ok. Et Parce qu'il y a une ambiance qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que tout le monde bosse. Alors moi j'étais dans une prépa où il y en avait qui visiblement n'avaient pas envie de travailler, mais le groupe de gens avec lesquels je me trouvais, c'était des gens qui bossaient et qui avaient des ambitions, quoi. Voilà, il y a quand même eu un petit peu d'intégration parisienne à l'époque. Il y a eu pas mal d'intégration dans ce qu'on appelait Écricom, qui est plus du tout le même concours aujourd'hui, c'est-à-dire EDEC. Alors, ce qui est Neoma maintenant, Reims, Rouen, ICL. EDEC était dans l'Écricom? EDEC était dans l'Écricom. D'accord, ok. Subdeco Lyon, enfin, qui était entre les parisiennes et les. Voilà, qui étaient comptées comme parisiennes à l'époque. Mais il y a pas mal de gens qui ont. Enfin, la moitié de ma classe a intégré des écoles de très bon rang. Donc, enfin, on n'obtient pas ça sans travail. Bien sûr. Et à la fin de ta première, tu les vis comment les concours? Enfin, l'idée, c'est de faire un peu tableau de première année concours à la fin de la première année et à la fin de la deuxième année. Alors j'ai fait une erreur pour la première année de concours, c'est que je suis resté à Paris. Pour les révisions? Ah, pour les concours, ok. Je me suis retrouvé notamment pour alors à l'époque ce qu'on appelait les SKE, les Sud de Côte Province. Je me suis retrouvé dans un hangar où il y avait peut-être 1000 candidats, chacun son petit bureau, 3 mètres entre les tables, etc. Extrêmement austère. Et c'était pas des conditions optimales en fait pour passer les concours. Il faisait chaud là-dedans, enfin voilà. La deuxième année, je me suis dit, je vais passer mes concours dans un milieu un petit peu moins hostile. Donc je suis rentré chez mes parents et j'ai passé mes concours à Champeaux, et c'était à Champollion, et ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace d'ailleurs. Ok. Et ta deuxième année, qu'est-ce qui a fait que. Moi, je pourrais faire le parallèle avec la cube. C'est vrai qu'il y a tellement d'éléments qui se débloquent dans ta tête, que ce soit déjà en maths, parce que les maths, c'est que de la pratique. La géopo, tu as le temps d'emmagasiner plus d'informations, de structurer ta pensée. Et je me dis, mais en 1 an, mais il n'y a aucun monde où c'est possible de faire une prépa en 1 an. Oui, non, mais d'ailleurs. Et le programme est le même, c'est que c'est un condensé. Bien sûr, le programme était le même, et ça voulait dire ne jamais s'arrêter de travailler, quoi. Enfin voilà. Donc alors peut-être que les concours, de toute façon c'est un concours, donc ça dépend de la qualité de la copie derrière, et ça dépend de la profondeur des connaissances. Mais on est bien plus près. Il y a un point qui joue beaucoup là-dedans, c'est l'expérience des concours. C'est-à-dire que le fait de s'être retrouvé c'était 4 semaines à l'époque, pendant 4 semaines à plancher. 4 semaines quand même. Ouais. C'était 4 semaines, ouais, tout à fait. 4 semaines d'affilée à plancher, 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. C'est une épreuve presque sportive, et le fait d'avoir acquis une certaine expérience de la chose, ça compte aussi. Voilà. Donc
Donc à la fin de la deuxième année, tu intègres quelle école? Ça se passe J'ai comment intégré le SC Montpellier. Alors j'ai été pris à Marseille, qui doit s'appeler Kedge maintenant, C'est si je ça, ne exact, ouais. m'abuse, et puis à Montpellier. Ok. Voilà, j'étais admissible aux SKE. Je suis passé pas très loin du groupe Écricom, parce que j'étais à 0,05 points de l'admissibilité. Ok. Pardon. Et je me suis finalement pas trop mal débrouillé dans les parisiennes, parce que j'étais pas trop loin à l'ESCP non plus. Ok. Parce que 15 t'avais en des maths à grosses notes. HEC, enfin Ouais, quand même, voilà. ok. Donc, ouais, non, je me suis mieux débrouillé la seconde année. Bon, j'étais nul dans les matières littéraires. Donc, Ouais, ça pardonne pas, hein, en plus. ouais, ça c'est clair. Notamment à HEC. Et voilà, donc, mais le CP, je suis pas passé trop loin. Voilà, les écrits comme c'était pas trop loin. Puis j'étais assez confort en fait aux Ok. SKE. Donc tu intègres l'ESC Montpellier. Ça se passe comment les premiers jours? T'appréhendais un peu? Parce que quand tu sors de prépa, quand même, t'as un peu des a priori sur l'école de co. Bon, on était quand même passablement renseignés. On s'était promené pour aller passer les oraux. Donc, Ah oui, ça se passe comment d'ailleurs les oraux? les oraux, c'est. Alors, à mon époque, c'était un oral tout simple, en fait. Faut que je me souvienne, je devais avoir un oral d'anglais, je pense. Et puis, il y avait un oral qui était un entretien, finalement, très classique. Alors, ça dépendait des écoles. Soit il y avait des écoles qui proposaient un thème, qui donnait une image, Ok. qui donnait 20 minutes pour travailler sur une image. Ok. Euh, à Dijon, par exemple, ils m'ont filé une image de machine à laver la vaisselle. Hein. Ça. Développé pendant 3 quarts d'heure sur ce sujet, bon, c'était pas évident. Ouais. Et puis Montpellier et Marseille, c'était des entretiens relativement libres Ok. et des entretiens finalement assez proches de ce qu'on a pour un recrutement classique en entreprise. C'est-à-dire que grosso modo, l'école veut ou ne veut pas de toi. D'accord. Et si elle veut de toi, elle te fout 20, et si elle veut pas de toi, enfin, c'est assez binaire en fait. Voilà. Donc moi je pense que à Montpellier et à Marseille, j'ai pas mal marché. Voilà. Comment ça se passait? C'était plutôt marrant et on se retrouvait dans les écoles avec un comité d'accueil pour les oraux, avec des élèves de Les admisseurs. première, deuxième année, Ok. voilà, qui accueillaient. C'était très sympa. Voilà, Ok. c'était vraiment très agréable. Tu devais choisir un parcours entre la fin de ta prépa et la première année. Tu sais, quand tu postules, t'as différents parcours. T'as le parcours où c'est automatiquement un parcours tronc commun. C'était trop commun. Ok, par défaut, tu pars en tronc commun. Oui, oui, tout à fait. Alors à l'époque, on était à Montpellier, maintenant il y a 600 personnes par promo. Nous, on était 90. Donc tout le monde les mêmes cours, voilà. Ok. Maintenant, c'est devenu de vraies usines, hein. Il y a des écoles à plus de 600 places, Cage, plus de 1000 places, parce qu'il y a deux campus. Donc, ouais, c'est devenu toute une industrie. Ok, donc à la fin de ta première année, tu dois faire des stages. Ça se passe comment? Comment tu vis ta première année? Déjà, moi, je devais faire un stage avant la première année, parce qu'il fallait rentrer avec un stage ouvrier obligatoire. Et je suis parti aux États-Unis pendant 2 mois, travailler dans un parc d'attractions. Ok. Voilà, où j'ai bossé, enfin, au sens bossé du terme, quoi. C'est-à-dire que je me suis occupé d'un certain nombre d'attractions, voilà. T'avais quel âge là? 20 ans? Comment? T'avais 20 ans? J'avais 19 ans. 19 ans, ok. Ouais. Donc, je suis parti avec une bande de copains, on est parti à 5 en fait aux US, dans le New Jersey, et on s'est retrouvés à travailler dans des attractions alors, aquatiques, moteurs, etc. Ok, donc tu fais ça pour 2 mois et ça compte comme un stage ou comme un job? Ça compte comme un stage. Ok. Vis-à-vis de l'école, pour moi, je gagnais ma vie comme si je bossais. C'était un parc qui embauchait énormément d'étrangers, donc il y avait plein de gens de tous les coins du monde là-dedans. On était logés dans des baraquements en fait à côté du parc d'attractions, et moi quand il n'y avait plus de place dans les baraquements, j'ai été logé dans un ancien hôtel Playboy. C'est excellent. Mais c'était shining hein, ce truc-là, parce que tu avais un hôtel où il devait y avoir 1000 chambres, il y avait un golf, tennis, piscine, Ah oui, etc. d'accord, ok. Et on était peut-être 10 dans l'hôtel. C'est vrai. Donc quand tu allais chercher de la glace le soir dans les couloirs, tu n'étais pas à l'aise, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, et on a fait ça, voilà, on venait nous chercher le matin, on tenait nos attractions pour la journée, et puis voilà. Donc ça a duré 2 mois. Et en termes de vie associative, t'étais investi dans quelles associations en première année? Première année, j'étais vice-président de l'association de théâtre, Ok. et deuxième année, j'étais au BDE. Ok, gens populaires. Comment? Les gens populaires. Ouais, alors,
Je savais pas, en fait, c'est des copains qui sont venus me dire, tiens, il y a une place au BDE, est-ce que tu veux, enfin dans une liste BDE, parce qu'on faisait campagne, est-ce que tu veux venir, etc. Puis après, il fallait s'en occuper, c'est-à-dire qu'il fallait faire campagne, donc il fallait lever de l'argent pour faire campagne, il fallait faire des animations au sein de l'école, parce il fallait démontrer qu'on avait la capacité d'eux. Et puis, voilà, je suis rentré au BDE comme ça, on a été élu, assez ric-rac. Et puis voilà, j'ai passé un an au BDE à Montpellier. Ok, ok. Ouais, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est assez cliché. Le BDE, c'est les gens populaires, machin et tout. C'est assez marrant. Mais je pense que c'est enfin, populaire au sens école de commerce du terme, quoi. Ça dure un an, c'est une popularité plus éphémère, tu meurs, quoi. Ouais. Mais oui, c'est clair. Honnêtement, Faut pas prendre ça à cœur, quoi, parce que... c'est vrai que c'est euh, on parlait tout à l'heure offline en fait de ce qui est de l'importance de ces choses-là. Alors c'est intéressant de pouvoir marquer sur son profil LinkedIn ou sur son CV qu'on était au BDE jusqu'à un certain point. Voilà. Moi, la vie associative pour moi, elle prépare quand même pas mal. Elle donne des pistes en fait sur ce que sera la vie professionnelle derrière. Pourquoi? Parce que on va discuter avec des entreprises ou des commerces en fait pour lever des fonds. On propose des encarts par exemple à des commerçants ou à des entreprises dans les revues de l'école, etc. pour essayer de récolter un petit peu d'argent. Donc on se confronte forcément, on sort du cénacle de l'école pour aller se confronter à des professionnels, à des gens. Ouais, c'est clair. C'est comme une mini-boîte. T'as un pôle démarchage, t'as un pôle événement, ouais, c'est clair. C'est vraiment une façon de... voilà, moi j'ai organisé un séminaire de neige pour l'ensemble de l'école, donc j'ai emmené 300 élèves à Val Thorens en station de ski, donc il a fallu que je trouve la résidence, je trouve la restauration, les sorties, l'animation, la salle de conférence, parce qu'il y avait des conférences, que j'organise le logement pour 300 personnes, voilà, enfin tu commences à discuter avec les gens et tu dois être d'une manière ou d'une autre pris au sérieux, donc tu adoptes forcément un ton qui est celui que tu auras dans la vie professionnelle. Donc, je ne saurais trop encourager les gens à s'intéresser à la vie associative, à une forme de vie associative où on commence à discuter avec... Bien sûr. C'est vachement professionnalisant, ouais. Et là, je le vois aussi en première année. Enfin, je suis en deuxième année maintenant, mais là où je suis, c'est plutôt en fin de première année qu'on intègre les associations. Moi, j'ai listé avec le BDE. Je suis dans une asso, enfin deux autres différentes assos, et c'est super enrichissant parce que je suis au bureau des internationaux. On va discuter avec les internationaux, on discute avec l'administration, qui sont quand même très corpo. Et donc, tu es obligé d'adapter un certain style, une certaine manière de parler. Tu fais des PowerPoint. C'est des PowerPoint qui servent un peu à rien, tu vois. Tu dois présenter 2 slides pendant une demi-heure. Comme énormément de PowerPoint qu'on fait dans les entreprises, énormément qui servent à rien, qui intéressent personne. On aura l'occasion d'y revenir, je pense. Absolument. Et donc, ok, donc là, tu fais ton stage slash job dans le New Jersey. Ouais. Et après ça, tu reviens en France, tu valides ton stage. Je reviens, j'intègre très vite, ça commence en septembre. À l'époque, il y avait encore des bizutages. Ok. C'était hard ou c'était cool? Ah non, c'était pas hard, ok. C'est vraiment gentil. Il y a des articles dans Mediapart qui sont sortis sur différentes écoles. Mais ok. Faut pas se... Je sais qu'on a vite fait de s'offusquer en fait de ce genre de choses. Alors évidemment, on était un peu brocardés en fait, les bisous, etc. Voilà. Non, c'était vraiment gentil. C'était bon enfant. On s'est marré, mais vraiment énormément. On est parti à la campagne en fait. Enfin, on nous a emmenés dans les bois en fait pour aller camper, etc. Non, c'était vraiment super. Puis ça a permis de créer la cohésion. Ouais, alors, c'est un grand mot cette affaire-là, mais en tout cas, on s'est fait des potes. Voilà, moi je me suis fait une armée de potes avec qui je suis resté copain en fait, avec qui je suis encore copain aujourd'hui. C'est des gens que j'ai connus en fait le premier soir à l'école, quoi. Voilà, des gens super et on s'est bien marré. Et puis après, il a fallu commencer à travailler, quoi. Voilà. Ouais, c'est le genre de pote Donc que tu semaine veux. d'intégration super agréable, très drôle, voilà. Où effectivement il y a un contraste avec la prépa qui est remarquable. On sort de quelque chose qui est austère en fait, où on passe son temps à travailler, où C'est la fête. Disons-le sans le dire, hein, disons-le sans le dire, mais ouais. faut se méfier de ne pas pousser le bouchon de la fête trop loin parce que ça peut... Ouais, voilà, exact. Et puis, je trouve qu'il y a un point quand même vachement important à souligner et que je m'adonne à quand même vachement véhiculer, c'est que l'école de co, c'est pas les vacances, c'est pas le camp de vacances. Il y a quand même pas mal de gens
que j'entends, j'ai des retours de mecs qui sont ric-rac au rattrapage, des mecs qui valident pas des crédits au CTS, tu vois, c'est ce qui est requis pour avoir le diplôme à la fin. Et donc, ok, la première année, c'est vachement chill, mais moi, je trouve que cette année en master, moi, j'ai beaucoup plus de taf. En M2, quand tu te spécialises, alors n'en parlons pas. Euh, donc, je trouve qu'il faut faire attention aux clichés. L'école de co, même à tous ceux qui connaissent pas le milieu, l'école de co, c'est la détente et c'est le club med. Loin de là, très loin de là. Je suppose que ça l'a été pendant un certain temps, mais il se trouve que les années où j'étais à Montpellier sont les années où les choses se sont durcies. C'est-à-dire que c'est la première année où on avait des crédits, c'est-à-dire qu'il fallait un minimum de crédits chaque semestre en fait pour passer au semestre suivant, et où on a vu des gens qui ont été, alors qui n'ont pas été exclus de l'école, mais qui ont été reclassés. Des gens qui n'avaient pas leur crédit, etc., qui se sont retrouvés changer d'école. À changer d'école carrément. Qui sont sortis de l'école à Montpellier, qui se sont retrouvés à Toulouse ou à Marseille, etc. Ils repassaient des concours ou Ah non, non, ils ne passaient pas le concours, mais par contre, c'était des négociations entre écoles, mais on les sortait de l'école où ils n'étaient pas bons. C'était une manière de sanction, c'était pas très grave, parce que de toute façon, le diplôme, à l'époque, ça s'appelait des SCAF, on l'avait. Mais par contre, il y avait des sanctions qui commençaient à apparaître. Okay. Donc les premiers temps à l'école, moi j'ai cru que c'était arrivé, donc je me suis mis à rien faire. Et puis j'ai les premières notes qui sont tombées, 5 en compta. Et la compta, ça pardonne pas. Hein. Il a fallu que je rattrape. Et à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est pas très rigolo de rattraper. Il y a une certaine discipline qui est instaurée, il y a un contrôle de la présence, de l'assiduité. Donc ouais, ça prenait un tour finalement relativement sérieux où quand il y a des moments où on a dû mettre des coups de collier pour travailler et pour avoir des notes correctes au partiel. Quoi. Voilà. Donc, ok, et ça coûtait combien le cursus entier? C'était en 2 ou 3 ans l'école de co? C'est 3 ans. 3 ans. Alors à l'époque c'était des francs, pardonnez-moi pour l'âge. C'était 14 000 francs par an je crois. Okay. Mais comme le franc de 89 et l'euro d'aujourd'hui, avec l'inflation, c'est à peu près la même chose. On peut se dire que ça, il n'y a pas de, enfin, qu'en termes d'impact sur un pouvoir d'achat, c'est à peu près la même chose. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc là, ta deuxième année, tu choisis une spé ou ouais. Ça se passe comment? Oui. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que je voulais faire du marketing, et puis en fait, j'ai eu un coup de foudre pour le contrôle de gestion et la finance. Donc j'ai arrêté de faire du marketing, voilà, qui ne m'intéressait pas vraiment. On en parlera parce que mon premier stage a été en marketing. Okay. Pardon. Et rapidement, en deuxième année, je me suis orienté compta ANA, contrôle de gestion, puis finance en troisième année. Voilà, finance jusqu'à finance d'entreprise, finance de marché. Okay. Est-ce que tu as à un moment un stage long à faire, un échange à faire? Parce qu'aujourd'hui, dans tous les cursus, tu es obligé de faire, pour valider le diplôme, et un échange de 6 mois, et un stage de 6 mois. Enfin, 2 fois 6 mois de stage. Non, à l'époque, on n'était pas du tout astreint à des séjours à l'étranger. Moi, j'avais choisi de faire mon premier stage, mon stage ouvrier aux États-Unis. Après, le problème ne s'est plus posé, parce que de toute façon, j'avais déjà fait un séjour à l'étranger. Et de toute façon, c'était pas tellement obligatoire. Il y avait une association Erasmus, en fait, qui s'occupait d'envoyer les gens dans des facs à l'étranger pour des échanges, mais c'était pas du tout obligatoire. Ce qui est une erreur d'ailleurs, à mon sens, c'est ce qui était une erreur à l'époque, ce qui a été redressé aujourd'hui, puisque chacun en école de commerce est astreint à un séjour à l'étranger, c'est une excellente chose. Quoi. Voilà. Et puis tu découvres, à mon sens, tu es amené à travailler avec tellement de personnes différentes dans différents pays, surtout après une école de co, que c'est dommage de ne pas avoir ce premier contact avec différentes cultures dès la formation. Ok, donc tu finis ta deuxième année et ensuite tu refais un stage. Je refais un stage et alors là, ça s'intensifie en matière de stage. Moi, j'ai adoré mes stages. Donc, stage de fin de première année en marketing où j'ai fait une étude de satisfaction client qui a duré 2 mois pour une chaîne de retail de matériaux de construction, enfin d'outils et de matériaux de construction, réservé aux pros et aux particuliers. Bon, c'était plus ou moins intéressant. J'ai dû me promener pas mal, hein. Je fais tout le sud-ouest en fait, je passais de dépôt en dépôt, j'avais ma petite table, j'interrogeais les clients, bon, voilà. Puis j'ai fait des analyses statistiques derrière par ordinateur, ce qui était relativement neuf à l'époque. Et puis en fin de deuxième année, je me suis orienté vers la finance et j'ai fait une étude
de la gestion du crédit client dans une société qui s'appelait Merlin Gérin, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui, qui était un peu le Michelin grenoblois, quoi. Voilà. D'accord, ok. J'ai vu ça par mon réseau personnel, amical, etc. Et alors là, stage absolument passionnant, où j'ai dû me promener dans toutes les agences de Merlin-Gerin, Schneider Electric aujourd'hui dans le centre-est, donc depuis Strasbourg jusqu'à la Côte d'Azur, pour étudier finalement le comportement du personnel commercial en matière de conditions de paiement et de suivi des encaissements. D'accord, ok. Avec tout un rapport derrière pour... C'est vachement technique. Enfin, j'imagine que tu as vraiment mis à profit ce que tu avais appris en M1, M2. Alors, oui et non. Je pense que j'ai mis à profit ce que j'ai appris en compta. Mais il a fallu s'adapter très vite finalement, parce que toutes les entreprises sont finalement relativement différentes les unes des autres. Et il a fallu s'adapter très vite, comprendre comment ça marchait, et puis mettre les mains dans le cambouis, si j'ose m'exprimer ainsi, assez rapidement, se déplacer très vite, aller dans les agences, et puis bosser. Voilà. Ok. Faire des études statistiques, voilà. Quel est le délai moyen, comment les agences se comparent entre elles, le crédit contractuel, le retard de paiement moyen, etc. L'attitude de chacun, enfin il y avait tout un pan d'études. En gros, il fallait découvrir déjà dans un premier temps le sujet de l'étude, et ensuite il fallait réfléchir pour essayer de donner des pistes d'amélioration du sujet. Voilà. Ce qui est ouf, c'est que quand on regarde ton CV jusqu'alors, tu as une expérience dans un parc d'attraction, une expérience en market, une expérience en contrôle gestion slash finance. Et là, tu te dis, il n'y a pas un secteur vers lequel tu te dis, je vais m'orienter, c'est bon. Parce que tu fais un peu le tour finalement des débouchés qui sont. Alors, au bout de mon stage de fin de deuxième année, si, ça a commencé à se dessiner. Les choses se dessinent de toute façon au fur et à mesure. C'est-à-dire que moi, en tout cas, je ne suis pas une généralité, mais il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent faire en fait dès la prépa. Mais la majorité des gens en fait ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Les choses se font au fur et à mesure que les stages s'organisent, enfin se déroulent, et les choix se font finalement sur pièce, c'est-à-dire sur le terrain, quoi. Et ça peut être une boîte dans laquelle on se sent particulièrement bien, ça peut être un sujet qui va paraître intéressant, ça va être des tas de choses, ça va être un coin aussi. Voilà, il y a des tas d'aspects qui font que les orientations finalement ne sont pas forcément, en tout cas, elles sont certainement pas rationalisées lorsque tu es en première année, etc., que tu es sur le tronc commun avec des matières diverses et variées. Et tes parents, ils sont quand même vachement rassurés quand on fait un retour en arrière du Jérôme qui bossait pas beaucoup au lycée, au Jérôme qui fait un stage en contrôle de gestion, finance et qui va développer un. Oui, oui, mes parents se sont rassurés à ce moment-là. Je pense qu'ils étaient un peu effrayés par ma flemme. Mais on était trois enfants à la maison, et ma sœur travaillait, mais mon frère c'était pareil, c'était la même chose. Bon. Et puis après le bac, en fait, il est devenu expert comptable, et ça s'est très bien passé, quoi. Voilà. Donc ouais, je pense que on a en France un enseignement jusqu'au bac qui est très théorique et qui peut être considéré comme rébarbatif, qui est une voie très étroite en fait. Voilà, la voie de l'excellence académique en France, c'est une voie étroite. Il y a beaucoup de gens qui s'ennuient en fait au lycée. Voilà. Et les choses se dévoilent après, c'est-à-dire qu'on rentre dans des choses plus concrètes. Voilà, moi, ça a commencé à m'intéresser en fait à partir du moment où ça devenait concret, c'était du boulot, ça produisait, et il y a un peu de sens, voilà, des, des gens auprès desquels on pouvait apprendre des choses, enfin voilà. C'est clair. Mais aujourd'hui, je trouve par contraste, il y a de moins en moins de difficultés dans le secondaire. C'est-à-dire que, je sais pas si tu vois, les taux de réussite au bac, ils sont aberrants. Tu as plus de 90% de taux de réussite au bac, puis si tu inclus les rattrapages, on est à 95. L'idée, c'est de faire passer tout le monde. Et derrière, il y a des filières qui sont bouchées à l'université. C'est complètement. On se rend bien compte qu'il y a un coup près qui est Parcoursup, c'est-à-dire que la sélectivité de toute façon Parcoursup fait que, enfin le mécanisme de Parcoursup fait que d'abord il y a toujours des filières sélectives, les prépas sont des filières sélectives, et que tout le monde ne rentre pas en prépa, et que c'est une vaste arnaque en fait d'ailleurs aussi de laisser penser que tout le monde
peut être, comme disent les Américains, un scholar. Ou, voilà. Voilà. Donc, on a négligé d'ailleurs beaucoup les métiers manuels qui ne sont pas du tout. C'est vrai que ça a vu un peu comme les voies de grenier, quoi. Les voies de Ouais, tout à fait. Ouais, non, enfin, ouais. Même les pros, le nombre de pros qui, cette année, en tout cas quand tu fais une prépa HEC, moi j'ai rencontré plein de mecs au cours de mon parcours qui faisaient ECT, qui est la voie technologique, après un bac technologique en prépa. Ouais. Et le nombre de mecs qui après intègrent les parisiennes est fou parce que tu vois, ils ont des concours, ils sont classés entre eux. Et c'est un peu aujourd'hui, de plus en plus de gens passent, ils ont un bac général, ils font 1 ou 2 années de prépa, ils passent un bac technologique en parallèle et ils passent le concours une 3e année en technologique pour avoir les meilleures écoles parce qu'ils savent qu'ils sont classés avec des mecs qui ont un background techno. Et donc voilà, ouais, plein de magouilles. Après, voilà, moi je pense que le taux de succès au bac est complètement trompeur. C'est-à-dire que si tu viens pas avec un dossier où tu as 16 ou 17 de moyenne, en fait, au sortir de la terminale, étant donné l'effritement du niveau, tu peux être assez certain, en fait, que tu seras dans des... Je vais oser le terme, hein, mais que tu vas atterrir dans une filière croupion. Voilà. Et quand on regarde les écoles intéressantes, elles sont sélectives. Et elles sont sélectives à un très haut niveau de moyenne en terminale. Voilà. Donc, là où on eut demandé dans le passé un 12 ou 13 en moyenne générale, en fait, de mon temps, aujourd'hui on va demander 16, 17, 18. Enfin, je sais que pour rentrer à H4 ou à Louis-le-Grand en prépa, il faut un 19 Ah mais clair. moyenne générale. Voilà. C'était pas du tout comme ça de mon temps. Ok. Bon, petite digression là, on va revenir Oui. sur sur les rails. Qu'est-ce qui est à la mode en école? Aujourd'hui, par exemple, ce qui est à la mode, c'est beaucoup la finance et le consulting. Mais je crois qu'avant, c'était le marketing qui est quand même était très mis en avant. Ouais, le marketing très mis en avant, effectivement, à l'époque. Qu'est-ce qui était à la mode? Est-ce qu'il y avait cet effet où tu avais un peu tout le monde dans la promo qui disait ouais, moi je fais mon stage en marketing parce que c'est un peu ce qui se passe. Ouais, je fais en finance, je le fais en coverage, je le fais en. Je me rends pas bien compte de ce qui était à la mode. Par contre, ce qui était très à la mode au niveau des profs, c'était tout ce qui était japonais, où on nous demandait de lire autour du Kanban, etc. L'excellence à la japonaise, c'était le truc qu'il fallait maîtriser. Voilà. Après, c'est des mouvements qui changent. Voilà. Maintenant, c'est plus la même chose. On entend beaucoup moins parler du Japon. On va plutôt s'intéresser à ce qui se passe en Chine, en Asie du Sud-Est. Enfin, voilà, zone Pacifique. J'ai l'impression. Enfin, voilà. Hmm. Ok, donc là, fin du cursus. Ouais. Fin du cursus, t'es diplômé. Comment t'as ton premier CDI? Alors, c'était pas un CDI parce qu'à l'époque, c'est-à-dire que les générations jusqu'en 79 avaient le service militaire obligatoire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit en Master 2, enfin, ce qu'on appelle Master 2 aujourd'hui, qui était un DESS à l'époque. Et puis, je suis allé faire mes 3 jours. Et en même temps, j'étais en discussion avec Merlin Gérin, avec qui j'avais fait mon stage de fin d'études, toujours au crédit client, on va dire, autour de la possibilité de faire ce qu'on appelait à l'époque un VSN, c'est un volontariat service national en entreprise, ce qui m'évitait d'aller en caserne, ce que je ne souhaitais pas vraiment, on va dire. Ok. Donc si t'es embauché, tu vas pas en caserne. Tu es embauché, tu vas pas en caserne, mais tu pars à l'étranger. Ok. Donc moi, je suis parti en Turquie. C'est pas compliqué, je suis sorti de l'école le 30 juin et le 7 juillet 92, j'étais à Istanbul en CDD avant de pouvoir être en VSN, c'est-à-dire au service militaire, voilà, civil à l'étranger. Ok. Et qu'est-ce qui t'avait attiré dans cette boîte? Pourquoi t'as voulu signer un CDI là-bas? Enfin, signer un CDI, un contrat. Tout simplement parce que je m'y sentais très bien, parce que je trouvais que les gens étaient bien, que c'était des gens intéressants, que les produits m'intéressaient aussi. Bon, c'était essentiellement du matériel électrique. Mais ce qui m'intéressait en fait dans cette boîte, c'était que c'était une boîte qui était dynamique, qui avait une très belle croissance, qui faisait une très jolie rentabilité aussi, où on s'occupait bien des gens, voilà, y compris des jeunes diplômés. Voilà. Et donc après 2 stages dans cette boîte où j'ai trouvé qu'on s'était très bien occupé de moi, où j'avais finalement fait mon trou, fait un peu de réseau, poursuivre en fait dans cette société, c'est un peu imposé comme une évidence, quoi. Ok. Parce que c'était pas évident.
C'était pas évident, vu qu'en Turquie, c'était un peu une période où il y avait une grosse inflation, dévaluation de la monnaie, économiquement, c'était un peu technique, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je suis parti au crédit client en Turquie, hein, justement, en milieu hyperinflationniste. Et en milieu hyperinflationniste, quand tu émets une facture à un instant T, en 30 jours, ta facture, en fait, elle a perdu 10-15% de sa valeur. Donc, il y avait tout un système de calcul d'intérêt de paiement que j'ai animé pendant un moment euh, pour justement prendre en compte le fait qu'on était en hyperinflation et que dès lors qu'il y avait le moindre retard de paiement, s'accumulaient des intérêts qui étaient refacturés, etc. Donc, c'était un rôle qui était très important du point de vue de la situation de cash en fait de la filiale de Merlin-Gerin Istanbul en Turquie. Et quelles leçons est-ce que tu en as tiré un peu, toi, sur le plan personnel, cette expérience-là? Alors qu'il faut partir à l'étranger, mais enfin ça je prêche dans le désert, enfin pas dans le désert, non, je prêche des convaincus parce que tout le monde part aujourd'hui. Moi j'ai eu cette possibilité, je vois deux choses. La première c'est que quand tu travailles dans une filiale de grands groupes français à l'étranger, tu rentres dans une entité un petit peu isolée du reste du groupe, parce qu'à l'étranger, qui va fonctionner un peu comme une PME. Donc tu vas travailler sur tout, découvrir l'ensemble du fonctionnement d'une entreprise. Moi, c'était une filiale où il y avait une usine, hein, donc j'étais dans une filiale industrielle. Donc, je me suis intéressé à plein de choses, à la production. Enfin, moi, j'étais l'adjoint du directeur financier. Mais je suis allé m'intéresser à la compta, au marketing, au pricing, au crédit client évidemment, à la stratégie, aux achats. Enfin, j'ai un peu touché à tout. Ouais, t'étais un peu un contrôleur de gestion, quoi. Oui, mais j'étais un peu aussi un homme à tout faire. Et par exemple, j'ai analysé le prix, enfin le coût direct variable d'un disjoncteur moyenne tension qui avait 20 000 pièces. L'idée étant de trouver quelles étaient les pièces qui devaient être achetées avec un niveau de qualité très important et les pièces qui pouvaient être achetées en local, en fait, de manière à faire une économie substantielle sur le CDV. Et on a fait une économie de cette manière-là. Voilà. Et puis, alors, donc, pour en revenir au propos, donc, on peut voir plein de choses, en fait, ce qui ne sera pas forcément le cas dans un grand groupe en France où tu seras cantonné à un département. Et un deuxième truc aussi, c'est que le fait de passer 2 ans à l'étranger, ça te permet de sortir de ton pays, de sortir de ta zone de confort, de ton milieu, de voir ton pays depuis l'extérieur. Ok. Et de jeter un œil critique, en fait, enfin, en tout cas d'enrichir ta capacité d'esprit critique sur la manière dont ton pays fonctionne. Tu vas te rendre compte que les gens le jugent, en fait, d'une certaine manière à l'étranger. La France, évidemment, est un pays qui a une certaine ou à l'époque peut-être avait une certaine aura, donc mais évidemment on m'en parlait et je me rendais compte de l'image de la Bien France sûr. en fait. Ok. Ça m'a permis de voilà. Puis bah je me suis fait euh, plusieurs choses qui sont passées dans ma vie à ce moment-là. D'abord j'ai rencontré mon épouse et deuxièmement je me suis fait plein d'amis en turc, enfin des amis turcs que j'ai appris le turc, je le parle couramment et me suis fait plein d'amis en Turquie que je continue de voir aujourd'hui, voilà, que je vois tous les ans. Excellent, ça. C'est excellent, ça. Et en termes de salaire, c'était quoi? Là, t'as quel âge? T'es à quel poste? Et t'es payé combien, à peu près, pour avoir un ordre d'idée? T'es en expat déjà ou? J'allais avoir 22 ans, c'était un peu avant d'avoir 22 ans. Je gagnais à l'époque en net, ah, faudrait remettre ça, mais je gagnais 5600 francs quand j'étais en CDD Ok. et je gagnais 4400 francs quand j'étais VSN. Mais Ok. à l'époque, c'était amplement suffisant pour Bien sûr. vivre. J'ai vécu dans des conditions qui étaient incroyables, quoi. Et t'étais expat ou t'étais, oui, normal. J'étais sous un truc qui s'appelait l'Actim et qui était un organisme entre le ministère de l'Industrie et le ministère des Armées. Voilà. Je ne sais plus exactement ce que veut dire l'acronyme, mais voilà. Donc c'est ces gens-là qui me payaient tous les mois. Voilà, ça compte dans ma retraite. Et, mais avec 4400 francs à l'époque, je payais un loyer qui devait être de 700 francs. Et j'avais un appartement au dernier étage d'un immeuble sur le front de mer, en fait. Sûr, ouais, t'étais pas dans la chambre de bonne. 20 mètres carrés. Enfin, Ouais, bien sûr que ouais, t'étais pas dans un 6 mètres carrés. non, j'ai été très heureux, hein, voilà, très heureux et bon, c'était magnifique, c'était une expérience magnifique. Voilà. Ok. Et en plus, à ce moment-là, t'es dans Schneider Electric, c'est ça? Oui, Merlin-Gerin, qui a, pendant que j'étais en VSN, fusionné avec Télémécanique,
ce qui était l'embryon finalement, et Squardi aussi, et qui était l'embryon du groupe Schneider. Ces marques ont disparu aujourd'hui et sont intégrées dans Schneider Electric. Ok, et c'était une période où ils étaient un peu en pleine expansion, vu qu'ils ont fusionné, Asie, Europe. Oui, oui, tout à fait. Toutes les fusions se sont faites, elles se sont faites d'abord par les filiales. Donc moi j'ai assisté à la fusion Merlin-Gerin Télémécanique en Turquie pendant mon VSN. Et puis après, ça c'est le centre-mère, c'est-à-dire la France en fait, menait ça un petit peu plus tard. Ok, et c'est à quel moment que tu décides d'exit? C'est parce que tu te fais un peu chier ou... Moi, j'ai pas hésité, c'est-à-dire que je suis resté 2 ans en Turquie, c'est-à-dire le maximum. Ok. Et après, je suis rentré, je suis resté au sein du groupe Schneider, c'est-à-dire j'ai travaillé chez Merlin-Gerin, j'ai remplacé la directrice du contrôle de gestion Centre-Est pendant 6 mois sur le temps de son congé maternité. Je suis ensuite allé au contrôle de gestion France à Paris, donc, pour travailler sur la fusion entre Merlin-Gerin et Télémécanique. Et puis tout ça, ça s'est fait en CDD parce que c'était une époque où la situation de l'emploi était catastrophique. Pas de CDI. Et puis au sein du groupe, j'ai accepté un poste dans une filiale ce qui était à l'époque une filiale qui s'appelait SPI Trindel. Voilà, et à ce moment-là, j'ai commencé, c'était en 95, j'avais 25 ans et j'ai commencé là ma carrière, ce qui était réellement ma carrière professionnelle. Mais avec déjà C'est ouf, t'as fait tellement de trucs. 3 ans d'expérience, plus les stages, 3 ans et demi d'expérience, quoi. Voilà. Ok, parce que ça veut dire qu'à mon âge, là, t'étais déjà en Turquie en train de bosser pour ce qui est aujourd'hui Schneider, quoi. Ok. Faut se poser les bonnes questions. J'avais un nom d'avance, donc je triche un peu, mais oui, en fait, je voulais travailler. Ce qui m'intéressait en école de commerce, je voulais travailler. Tu voulais mettre en pratique ce que t'avais eu en théorie. Ok. Je voulais aller voir le monde réel. Ok, et donc ensuite, t'as été chez Prosper. Voilà, Prosper, c'est bien après, hein. J'ai fait beaucoup de choses. Ok, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Écoute, j'ai travaillé pour alors, ce qui s'appelait Andersen Consulting à l'époque, en tant que contrôleur de gestion. J'y suis resté 3 ans. Derrière ça, je suis retourné en Turquie pour une expat, en fait, dans un spin-off de Schneider qui s'appelait MGE. C'est compliqué parce que ça a été réintégré à Schneider après, etc. Où j'ai été directeur financier d'une filiale. J'étais pas vieux, hein, j'avais 30 ans. On me confie la fin de la création de la filiale. On me confie la fin de la création de la filiale et surtout dans un moment où il y avait une crise gravissime en Turquie. Okay. T'imagines en France, quand on fait 0,5% de croissance, on s'arrache tous les cheveux, etc. Et une récession, ça va se limiter à moins 0,5, moins 1% éventuellement. 2001 en Turquie, c'est moins 16% de PIB en un an, c'est 1,5 million de chômeurs en plus. Oui, non, c'était une crise financière, politique, crise liée à l'hyperinflation aussi. Okay, la crise des US, la crise des debts and loans, qui s'était un peu... 2000, non. C'était une crise vraiment nationale et qui a donné lieu à plus ou moins une mise sous tutelle du FMI. C'est-à-dire que le FMI a conseillé un ministre des Finances qui a d'ailleurs fait un travail incroyable de modernisation des systèmes bancaires en Turquie, etc., et qui a vraiment mis la Turquie sur des rails modernes à l'issue de cette crise qui était gravissime, quoi. Voilà. Moi, je suis arrivé, on était 40 dans l'entreprise. Quand j'ai terminé quand on a terminé avec les gens avec qui je travaillais, de purger l'entreprise et de la remettre sur un niveau normal, il ne restait plus 13 personnes. 13 personnes. Voilà. Et vous étiez combien? Ils ont massivement licencié? Ah oui, oui, on a massivement licencié, ouais, tout à fait. Bah, c'est pas difficile, 13, on a licencié 27 personnes. Voilà. Donc on les a reçus les uns après les autres, en disant, voilà. Et moi, j'étais pas vieux et ça a été dur. Ouais, tu m'étonnes. C'était une joint venture qui plus est avec des patrons turcs qui étaient pas forcément très clairs, enfin, en tout cas avec lesquels moi je m'entendais pas du tout. Et on a fini par sortir de la JV. Et je me suis retrouvé tout seul en fait pendant quasiment un an avec cette équipe. Voilà. Okay. Et à 31 ans. Et donc ensuite, t'exites encore ou tu maintiens... Alors, derrière, en fait, on m'a proposé des expats, mais très loin. On m'a proposé Singapour avec le poste de directeur du contrôle de gestion pour la zone Asie. On m'a proposé Los Angeles avec
un poste de directeur de la Trésor pour les États-Unis, et on m'a proposé un poste de directeur général à Sydney. Et en fait, c'est l'année où ton copain est né. Et avec mon épouse, on a décidé à ce moment-là que ça se ferait entre la France et la Turquie, mais pas trop loin du milieu familial. Ok. Voilà, donc je suis sorti en fait et je suis allé bosser 1 an chez Geodis avant de réintégrer. En France. En France, oui, tout à En fait. France, ok. J'ai bossé un petit peu chez MGE pendant 6 mois. Ok. J'ai trouvé un poste chez Geodis à Paris, donc remonté à Paris. Et puis j'y suis resté 1 an parce qu'honnêtement c'était vraiment pas intéressant. Et je suis retourné ensuite chez Andersen Consulting, devenu Accenture après Devenu Accenture, le ok. scandale, après 2001, c'est-à-dire l'IPO et les scandales Enron et WorldCom qui ont provoqué la disparition d'Arthur Andersen et donc d'Andersen Worldwide. Ok. Et t'occupais quel poste? J'étais responsable du contrôle. J'ai commencé par responsable du contrôle de gestion pour une division, voilà, sur une division sur la zone. Puis je suis devenu directeur financier d'une BU, une business unit. Voilà. Ok. En l'occurrence, pour illustrer, c'était tous les clients liés aux ressources naturelles et à l'énergie. Donc les clients, ça allait être EDF, Total, enfin voilà, des gens comme ça. Tout ce qui est minier, enfin voilà, tout ce qui est ressources naturelles et énergie. Et ça représentait, si je me souviens bien, 450 millions d'euros, 1300 consultants. Voilà. Ok. Et comment t'as fait pour maximiser la strate enfin, c'était quoi ta strate de rentabilité pour minimiser les coûts? Voilà, tout repose sur le staffing en fait dans ces sociétés de services, sociétés de conseil. Donc le point numéro un, c'est de savoir si les gens sont occupés ou pas. Hein, si tu es sur un contrat pendant une certaine durée, puis tu sors de ton contrat, on va dire que tu es en intercontrat. Tout le problème, en fait, est déjà de limiter au mieux l'intercontrat, c'est-à-dire que les gens soient le plus occupés possible, c'est-à-dire que leur temps, il faut maximiser le temps qui est facturable au client. Quand tu es en intercontrat, tu n'es pas facturable par définition. Alors, tu Ok. peux être en formation, ça peut être Ouais, ok. rendu utile, mais voilà, il y avait un taux ce qu'on appelle le taux de chargeable, en fait, qui était quand même très élevé. Et puis après, le tout, c'était de faire monter les gens en compétences le plus vite possible, parce que des gens qui devenaient compétents rapidement voyaient leur taux de facturation horaire monter, alors que les salaires restaient encore des salaires de jeunes, etc. Voilà. Ok. Donc c'était vraiment les deux gros leviers. Et après, il y avait évidemment un levier commercial qui était très important. Voilà, il fallait que l'un des gros sujets chez Accenture, c'était le recrutement à l'époque. D'accord. Voilà, il fallait faire rentrer du monde, il fallait adapter en permanence en fait l'équipe à des métiers qui avaient le vent en poupe. Et à l'époque, on rentrait dans la période où SAP devenait, voilà, on est Ok. passé d'une boîte qui faisait du stratégie, change management et choses comme ça, à plutôt Une boîte sur un ESN, métier, boîte d'informatique, voilà. ok. Et c'était quoi les targets en termes de recrutement? Est-ce que c'était plus un profil ingé, profil école de co? Les deux. Ok. Et quel type d'école? Tu sais, il y avait différents classe A, classe B. Alors, là, mon premier passage chez Andersen Consulting, on était plutôt sur vraiment du top, c'est-à-dire rentrée, des X, des centrales, des mines, et HEC, ESSEC, SCP, ça ne descendait pas beaucoup plus bas. Ok. Après, deuxième époque, non, il rentrait beaucoup plus de gens lambda, enfin lambda, c'est pas lambda. Il y a beaucoup plus d'ingénieurs et ils descendaient quand même un peu plus dans la hiérarchie des écoles. Voilà. D'accord, ok. L'idée étant de trouver de la main-d'œuvre dans des métiers où elle pouvait être finalement assez rare. Ok. Et c'était comment, ça marchait comment les process de sélection? C'était classique. Des entretiens classiques. Classique, et si tu postules l'entretien, ok. Et tu te retrouvais à bosser avec quel type de profil, toi? Alors moi j'étais dans les fonctions support, hein. J'étais à la finance en fait. J'étais pas du tout en contact avec les clients, encore que. Je bossais dans les fonctions support, donc je travaillais beaucoup avec les fonctions support en l'occurrence. Et mon but en fait, toute ma carrière professionnelle, j'ai tenté de maximiser mes contacts avec les opérations. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des associés, avec des managers finalement, pour faire des chiffrages, pour les partenaires en l'occurrence, voilà, pour faire des chiffrages, pour faire des suivis de projets, etc.
mon kiff, si tu me passes l'expression, c'était d'être capable d'interpréter des chiffres avec des faits opérationnels. Voilà, de savoir bien connaître le métier de la boîte. Métier sur le terrain. Donc je me suis déplacé chez des clients, je me suis retrouvé devant 250 consultants chez Total pour leur dire attention, il faut pointer vos heures. Et comment tu as géré un peu cette internationalisation, si je puis dire, différentes cultures, différentes réglementations, j'imagine que tu voyageais beaucoup. Je voyageais pas mal. Ouais. Et donc l'équilibre vie pro, vie perso, à ce moment-là. Pas évident, pas évident, pas évident. Ouais, je voyageais pas mal parce que j'étais dans une équipe qui était européenne. Premier passage, j'étais dans une équipe américaine, donc j'allais souvent aux États-Unis. Deuxième passage chez Accenture, j'étais dans une équipe européenne et au moins toutes les semaines, en fait, j'avais un comité de direction à Amsterdam, à Bruxelles, à Paris. Enfin, voilà. Donc, ouais, je me déplaçais quand même. Et ouais, moi, je suis d'une génération où finalement, on a moins fait attention qu'aujourd'hui à l'équilibre professionnel, à l'équilibre pro et vie familiale. Donc, j'ai pas été forcément, je suis pas forcément un exemple en la matière. Je me suis beaucoup investi dans la vie professionnelle. Ça ne veut pas dire que j'ai laissé tomber ma famille, mais il y avait sans doute un déséquilibre qui me semble un petit peu plus présent dans les esprits aujourd'hui et qui est important. Voilà. Okay. Et à quel moment est-ce que tu décides de clore le chapitre Accenture? Quand je me suis rendu compte, en fait, avec la mise en place des lois Sarbanes-Oxley, que l'administratif prenait le pas sur l'opérationnel et que ça devenait très bureaucratique. Et que il y avait des histoires comment dire? De politique. Non, c'était... Ouais, il y a un peu d'histoire de politique, mais il y en a toujours dans les boîtes de toute façon. Oui. C'est dans tous les environnements humains, tu vas retrouver des sujets politiques. C'était finalement une approche très gratte-papier du contrôle interne, qui était obligatoire pour une boîte cotée aux États-Unis, donc suite au scandale Enron et WorldCom. Toute décision menant à un changement possible dans les chiffres devait donner lieu à l'approbation par un manager. Donc, je passais mon temps à signer des trucs, voilà, signer, donner des approbations, etc. Au bout d'un moment, je ne savais même plus ce que j'approuvais, parce que, enfin, voilà. Donc, c'était très bureaucratique. Ça fait le tour de toute la boîte. Ouais. Et puis surtout, ils avaient une approche, en fait, qui était extrêmement rustique. On peut penser, en fait, que les Américains vont trouver bon, ça, c'est des hearsay, mais on peut penser qu'ils vont trouver des solutions modernes, etc. Et non, pas du tout. En fait, ils avaient mis en place des SharePoint à l'époque pour stocker des mails. Alors, donc il fallait détacher les mails, les sauvegarder, aller les poster sur un SharePoint. Et alors le mail, il y avait une approbation, etc. Et ça donnait lieu à... Ça validait le contrôle. Donc à ce moment-là, moi je me suis mis à travailler sur une application avec un workflow. C'est-à-dire qu'avec un système de signature sécurisé où un document passait finalement dans un circuit préétabli et où il y avait une signature certifiée, une signature sécurisée. Et puis le document était stocké dans le même outil et avec une signature sécurisée. Il se trouve que cet outil a été... c'est implémenté aujourd'hui dans tous les systèmes administratifs. Ouais. Ça a été le début finalement de ce qui a été fait après en matière de contrôle interne. Voilà. Donc ça c'est un truc, tu me demandais de quoi j'étais fier tout à l'heure, ça c'est un des trucs dont je suis fier. Ok, donc tu tires ta révérence d'Accenture et ensuite tu te diriges vers... J'ai fait 2 ans en cabinet d'avocat en tant que directeur financier. Ok. Donc directeur financier France d'abord, puis directeur financier Europe. C'est beaucoup de travail, c'est comment? C'est beaucoup de travail, Oui, c'est beaucoup de travail. Souvent que c'est tout ce qui est assurantiel et cabinet d'avocat aux US, c'est l'enfer. Tu gagnes énormément, mais c'est l'enfer en termes d'horaire. En tant que directeur financier en fait d'un cabinet d'avocat, j'aurais pu ne pas passer beaucoup de temps, mais j'ai décidé, je ne savais pas trop bien faire sans m'investir à fond et sans. Non, bien sûr. Voilà, tu essayes de justifier finalement ton salaire. Hein. J'étais quand même pas trop mal payé, donc voilà, il fallait que je sente moi-même que mon salaire était justifié, donc j'ai passé des heures et avec des problématiques très intéressantes, c'est-à-dire une population assez très peu gestionnaire. Okay. Auprès de qui il fallait faire preuve de pédagogie, des gens qui avaient finalement le métier phare dans un cabinet d'avocat, c'est l'avocat lui-même. Donc des gens qui avaient une certaine conscience finalement de
de leur importance au sein de l'organisation, et que de temps en temps, il fallait ramener finalement au terre à terre, au sujet terre à terre que constitue le pointage des heures, la facturation, la refacturation des expenses, les encaissements. Voilà. Je sais que j'ai travaillé avec un avocat pendant 6 mois pour aller encaisser 500 000 euros non payés par un client. Voilà. Avec l'avocat qui était là, non, je ne peux pas l'appeler pour lui demander ça, etc. Il faut que tu le fasses, car. Voilà. Clair, ok. Et Beaucoup de pédagogie, c'était très intéressant. tu étais payé au fixe et variable ou... Non, j'étais payé au fixe. Fixe. Ouais, tout à fait. Tu fais tes 2 années dans un cabinet d'avocats US et ensuite Après, j'ai été chassé en fait pour un poste de directeur du contrôle de gestion chez AXA. Pas d'AXA, hein, du GIE AXA, non, du GIE AXA Group Solutions, en fait, qui était le GIE informatique d'AXA. Groupement d'intérêt économique. Ok, d'accord. Voilà. GIE, c'est-à-dire que c'est une société qui est gérée par plusieurs entités légales, qui, par définition, qui va exercer ses services pour les dites entités légales qui sont finalement ses clients, mais dont la particularité est de ne pas être une organisation à but lucratif. Un GIE, ça termine son résultat à 0 tous les ans. C'est une asso, quoi. C'est entre quelque part, ça fonctionnait exactement comme une entreprise, mais voilà. C'était quelque chose comme ça, oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ensuite, je vois que tu as été à Port Design. Ouais. Port Design, tu as redressé l'EBITDA de -3 à +2. Ok, d'accord. Entre-temps, t'as été chez Prosper? Avant ça, j'ai été chez Prosper, où j'ai là complètement changé de métier, mais je m'intéressais beaucoup à la PME à ce moment-là. Je voulais plus travailler pour des grands groupes parce que c'est très souvent des usines à gaz, etc. Donc je suis allé travailler en fait pour un cabinet de ce qu'on appelle restructuring, dont la spécialité est de prendre la direction d'entreprises en grande difficulté et de les redresser. Voilà. Donc j'ai fait une douzaine de missions chez Prosper. Voilà. Tu fais comment pour restructurer une entreprise C'est très intéressant. Déjà, il faut bien comprendre que c'est très urgent, parce que très souvent, quand on t'appelle pour aller travailler sur ce genre de cas, c'est très tard en fait dans le processus d'approfondissement des difficultés. Donc ce que tu fais, tu prends tout de suite en fait le mandat social, c'est-à-dire que tu prends la responsabilité de la boîte, et la responsabilité, donc le droit finalement de prendre des décisions. Très rapidement, tu vas informer le personnel du niveau de gravité de la situation. Tu vas analyser la situation en termes financiers, c'est-à-dire regarder où se trouvent les foyers de perte et le noyau rentable en fait de la société, pour travailler finalement pour faire repartir la société à partir de ce noyau rentable. Voilà. Alors, ça ne se fait pas ni sans mal ni sans perte, parce que qui dit noyau rentable veut dire que tu vas éliminer les foyers de perte, et en règle générale, ça se passe C'est des licenciements, j'imagine, non? de la casse au niveau de l'emploi, oui, tout à fait. Bah, c'est le premier levier, comme dans toutes les crises. Un des premiers leviers, on organisait beaucoup de groupes de travail aussi pour essayer de susciter des économies. Voilà, on essayait de compter finalement sur la responsabilité, le sens des responsabilités des gens, pour finalement détecter les endroits où il y avait des économies à faire, éventuellement des actifs à céder. Voilà. Le truc le plus important, c'est qu'il fallait prendre la direction de la trésorerie très rapidement, l'optimiser, la suivre jour par jour, parce que déposer le bilan, en fait, ça veut dire que tu n'as plus assez de sous pour payer tes fournisseurs. Tu rentres dans une situation qu'on appelle une situation de cessation des paiements, et à ce moment-là, ça doit aller très vite. Quand tu es en cessation de paiement, tu vas déposer le bilan, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, et là, eh bien, tu vas travailler avec des spécialistes, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, le tribunal de commerce, des avocats, des spécialistes du chiffre, etc., qui vont tous se pencher sur le sujet. Et donc l'idée, à ce moment-là, c'est de sauver la société, et de faire en sorte que son existence soit pérenne. Ça doit être vachement intéressant. Ça ressemble un peu. J'ai l'impression que ça ressemble à du conseil. Parce que tu es un peu obligé de te pencher sur un sujet, de l'étudier, et ensuite de proposer des solutions pour redresser, tu vois. Ah, tu proposes pas, tu fais. Ah, tu fais. Ouais, tu fais, parce que tu es directeur général ou directeur financier, tu exerces la fonction. C'est-à-dire que tu prends des décisions, voilà. Tu vas faire très rapidement, tu vas devoir faire un business plan.
Et ce business plan, il va déterminer finalement, tu vas déterminer plusieurs scénarios. Ces scénarios, en fait, ils vont embarquer soit du refinancement venant de l'extérieur, des banques, des actionnaires, ou des choses comme ça, soit pas de refinancement. Où est-ce que se trouve le mur de trésorerie? Pour éviter le mur de trésorerie, qu'est-ce que je dois faire comme économie? Est-ce qu'il me reste assez d'argent pour finalement pour mener un plan de sauvegarde de l'emploi? Ce qu'on appelle cyniquement un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est un plan de licenciement. Voilà, c'est toutes ces questions qui vont se poser, et là, tu es acteur, quoi. Enfin, voilà, tu es acteur actif, et tu fais le boulot, quoi. C'est quand même dingue que ce soit toujours la ressource humaine que t'écartes en premier, quoi. Moi, j'ai le documentaire, je sais pas si tu l'as vu, de Carlos Ghosn, la vie de Carlos Ghosn, quand il revient, il l'appelait le Cost Killer, parce que le mec, il est arrivé, il a repris Nissan au Japon, il a fermé des usines, il a arrêté la prod, il a licencié des milliers de mecs. Bon, après, ça a marché, mais oui, c'est quand même dingue que ce soit toujours le facteur humain qu'on écarte. Bah, parce qu'en fait, le facteur humain, il est nous, chez Prosper, en fait, on considérait qu'il n'y avait pas de charge fixe. Tout était variable. Je ne vais pas me lancer dans des discours trop techniques, mais bon, tu as la partie variable qui va correspondre aux ventes, la marge brute, etc. Puis ensuite, tu as une couche en fait, de coûts qui sont des coûts fixes. Nous, on découpait cette couche pour voir en fait activité par activité, produit par produit, client par client, où se trouvaient les zones où on perdait de l'argent. Et évidemment, tout ça n'est pas animé par de la machinerie, c'est animé par des gens. Donc, et puis voilà, bah, c'est quand même l'un des coûts principaux en fait dans une entreprise, quoi. Ok, donc là, t'arrives chez Port Design ou Ouais. pas encore? Port Design, Port ok. Design, c'est pour faire un restructuring aussi. Tu Mais te plais c'est un pas peu dans encore. ça te plaît le restructuring? J'adore ça. Que Alors, t'avais fait, ok, ok. je me suis pas, Intéressant. j'ai pas fui de ce monde en fait depuis, hein. Je continue à travailler autour de ça. Euh, je rentre chez Port Design en tant qu'indépendant. Je quitte Prosper et je prends la mission en fait à mon compte. Voilà. Et je Tu crées ta boîte de... crée ma boîte. Ok, d'accord. Et je suis resté 4 ans chez Port Design, voilà, en récupérant. Je rencontre le patron qui me dit voilà, j'ai pas ce qu'il me faut en matière de direction financière, je perds de l'argent, il faut qu'on se penche là-dessus, etc. Et donc, négociation, et puis on tombe d'accord, et très rapidement, j'ai commencé à travailler là-dessus. Ok, Donc, tu très reviens sur l'habitat. rapidement, je vais pas donner des informations confidentielles, mais les Non, bidas bien étaient sûr. catastrophiques. Euh, Structurellement, ça perdait de l'argent. Il y avait de vrais problèmes d'organisation. Très souvent, ce que j'ai vu en fait dans des boîtes en difficulté, c'est que le facteur humain est prégnant. Une boîte dont l'organisation est dysfonctionnelle, où les gens ne s'entendent pas, n'arrivent pas à se transmettre les dossiers, sont organisés en silos, il y a un ferment de crise en fait. Voilà. Donc c'est l'un des premiers trucs sur lesquels j'ai travaillé finalement. C'est essayer de remettre, enfin essayer de contribuer, parce qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Tout ça dépend d'une volonté générale et de la volonté de chacun. J'ai essayé de contribuer à faire à la restauration finalement d'un esprit collectif. J'y ai mis la patte, j'ai mis la main à la pâte moi aussi, euh, pour mener un certain nombre de trucs. Alors, il y a des décisions qu'on a prises en fait avec le patron qui étaient, voilà, on a licencié du monde parce qu'il fallait faire des économies. On a analysé tout le circuit de supply chain pour voir si il y avait de très grosses économies à faire là-dessus. Voilà. On a fait des économies partout où on pouvait, sur les télécoms, sur les assurances, sur les expenses. Enfin, on a fait des économies tous azimuts. Donc, premier exercice, évidemment, on a fini négatif, et on a fini avec des fonds propres qui commençaient à devenir un peu catastrophiques. Le CAC nous a dit, bon écoutez, ok, les fonds propres sont à un niveau qui normalement susciterait une alerte. Je vous fous la paix, je vous laisse travailler. L'année suivante, en fait, on a redressé les fonds propres au-delà du seuil d'alerte. Voilà, donc je, je n'en tirerai pas une fierté personnelle. En revanche, ce qui est un sujet de fierté, c'est d'avoir contribué finalement efficacement au redressement de cette société. Ok. Et maintenant, peut-être d'un point de vue plus méthodologique et pratique, quels outils est-ce que toi, tu as utilisé, plus pour les étudiants qui nous écoutent et qui regardent cet épisode, c'est quoi les outils que tu as mis en place, tu vois, genre, est-ce que tu as des langages particuliers, des certifs que tu as passés, tu vois, quels étaient les outils que tu avais entre tes mains pour pouvoir faire du Chez Porte. restructuring
Ou je sais pas, en De général. manière générale, de manière générale. Power BI. Oui, alors moi j'ai un background tech en fait qui est assez important. J'ai appris à programmer en Visual Basic quand j'étais en VSN. Je me suis toujours intéressé à la technique. J'ai fait des macros en Lotus 1, 2, 3, puis après en Excel. Enfin voilà. Donc j'ai toujours essayé d'automatiser mon travail. Dans le restructuring en fait, première phase chez Prosper, c'était essentiellement de l'Excel, mais c'était des Excel. Enfin je travaillais essentiellement sur des bases de données en fait. Voilà, donc faut être plutôt calé en base. Je manipule énormément de data. Il y a des boîtes où j'ai travaillé où il y avait 1200 références de stock. Voilà, 1200 références de stock, c'est des quantités de données absolument phénoménales. J'ai travaillé sur des bases de facturation aussi. Voilà. Là aussi, base de lignes de facturation avec 1500 références de stock. On arrive très rapidement à des masses de données qui sont très importantes. Donc il faut pouvoir maîtriser en fait des masses de données, arriver à en faire des synthèses, etc. Et moi, je partais systématiquement d'une base alignée à la compta. J'ai cette manie de vouloir m'aligner à la compta, qui est pour moi un juge de paix. Je pars d'une base qui sort de la compta et je travaille cette matière-là, finalement, pour en faire un certain nombre de synthèses. Donc j'ai utilisé un certain nombre d'outils pour faire des synthèses. Chez Prosper, on avait assez peu d'outils, donc je bossais avec ce que j'avais, c'est-à-dire Excel, essentiellement. Mais je sais que j'avais des tableaux qui parfois mettaient 10 minutes à se calculer. Euh, et puis chez Port Designs, en fait, j'ai commencé à utiliser là, j'avais plus d'ouverture en matière d'outils. J'ai commencé à utiliser des outils de BI, en fait, finalement sur la même matière data, c'est-à-dire des grosses quantités de data que j'ai analysées en fait c'était Tableau à l'époque. Puis après, chez Beau, j'ai appris à utiliser Power BI. Ça, c'est très important. Ouais, c'est hyper intéressant. Et ça, on le loupe. Il y a plein de gens. Enfin, nous, on avait une matière qui s'appelait Power BI, justement. On avait aussi du SQL. On avait ça en prépa, mais on avait aussi du SQL en école de co. Et c'est vrai que c'est des matières. En fait, quand tu es en école de co, tu te dis, mais ça me sert à rien. J'ai 1 million de trucs. C'est de la traitement de base de données. À quoi ça va me servir? Et il n'y a que les profils tech qui s'intéressent plutôt à ça. Ou alors les bons élèves. Et c'est une grave erreur parce qu'après, c'est tellement plus technique. Et je le vois aujourd'hui de t'intéresser à ça sans avoir une aide extérieure d'un expert, tu vois. Oui, absolument. Et c'est quand on se met. Alors, déjà, je, je trouve qu'il est important de créer un terrain de discussion commun avec le personnel, entre le personnel purement contrôle de gestion, finance, etc., et le personnel tech. Tu dois expliquer ton résultat. Il faut que d'une manière ou d'une autre, tu saches à peu près quel est le chemin en fait qui va être suivi. Et puis Dezio, si tu dois en fait aller t'adresser à un département autre, les gens peuvent te dire non, j'ai pas le temps, t'es en queue de peloton sur mon sujet, etc. Et tu vas perdre du temps et ça va agacer tout le monde. Donc vaut mieux travailler quand même sur la data en amont. Pour moi, savoir construire une requête, c'est super important. Donc, on a parlé de SQL, mais tu vas utiliser le langage en fait Microsoft, c'est-à-dire Power Query ou DAX si tu es un peu plus fort, etc. Ce qui est très important, c'est de comprendre en fait comment tu peux construire un cube de données, voilà, ou lier deux bases à partir d'un champ commun ou des choses comme ça. Ça me paraît très important parce que moi, si tu veux, j'ai commencé ma carrière avec un type qui me disait si tu sais pas passer d'écriture, tu seras pas un bon directeur financier. Et en fait, je pense que si tu sais pas analyser les données, je ne sais pas si tu pourras remonter finalement à la donnée, à l'endroit où va se trouver le problème. En fait, donc, il faut avoir une espèce de maîtrise en chaîne, en fait, de la chaîne data jusqu'à l'état de synthèse. Voilà. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, parce on a quand même pas mal de gens qui regardent, qui s'intéressent à ma chaîne, et qui sont des gens en école de co, et étant donné que la plupart des gens veulent travailler dans la finance, toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux personnes qui aimeraient s'orienter? Est-ce qu'il y a un stage à faire absolument? Est-ce qu'il y a un bouquin? Est-ce qu'il y a... Le bouquin, c'est facile. Le stage, pour moi la finance, il faut commencer par la compta. Moi, les gens, alors ça dépend de quelle finance on parle. Est-ce qu'on parle de finance d'entreprise ou finance de marché?
Bon, compta en finance de marché, je suis pas sûr que ce soit très important. La finance, la compta en finance, en finance corpo, enfin finance d'entreprise, c'est primordial à mon avis. Voilà, faut savoir comment se passe une écriture, ce que c'est qu'une provision, enfin, etc. Et un conseil que je pourrais donner en fait aux gens qui veulent faire de la finance, parce que c'est toujours regardé sous cet angle-là par les recruteurs, c'est de passer un peu de temps dans une boîte d'audit. Voilà. Un Big Four, voilà, faire 3, 4, 5 saisons d'audit, en fait, ça accélère énormément une carrière. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait, mais souvent dans les annonces, on voit encore, oui, ce serait bien si vous aviez passé du temps en audit, Big Four, etc. Parce qu'ils savent qu'il y a une rigueur qu'on t'impose dans ces cabinets-là que tu vas retrouver dans. Il y a une rigueur et deux, finalement, une approche multisectorielle qui fait que tu vas avoir des angles variés en fait sur un problème donné. Voilà. Et on arrive là au chapitre final. Là, t'es chez Robert Walters. Robert Walters et t'es senior advisor. Tu t'occupes de la restructuration et de la transformation de produits d'entreprise. Comment ça se passe? Je m'occupe en fait, ça vient un peu dans la suite de ce que j'ai fait en restructuring, puisque je vais m'occuper de placer des managers très expérimentés dans des entreprises en difficulté. Donc c'est un métier multidimensionnel où je vais être amené à rencontrer des gens qui sont candidats en fait à ce genre de position. Et puis je vais chercher des clients, et donc mon rôle est un peu celui d'un entremetteur finalement entre une organisation, alors je travaille beaucoup avec les fonds d'investissement, et un candidat. Et l'idée c'est de créer une relation de confiance entre ces deux-là, avec moi au milieu, et donc de trouver des missions à ces candidats et de faire en sorte que ces missions aboutissent au redressement d'une entreprise qui est en difficulté. Voilà, donc c'est essentiellement ce dont je m'occupe. J'ai pris un rôle dans la finance aussi. Je travaille aussi à placer des directeurs financiers. Bon, maintenant, je me rends compte qu'on m'appelle très souvent pour des situations difficiles. Donc même mes directeurs financiers, ils ne m'appartiennent pas, c'est pas les miens. Même les directeurs financiers avec lesquels je travaille sont des gens qui vont être amenés à travailler sur des procédures collectives ou sur du début de procédures collectives. Ok. Et de quel œil est-ce que tu vois aujourd'hui, il y a une forte montée des fintech, des banques en ligne. De quel œil est-ce que tu vois la montée des fintech, un peu de ton œil de CFO, fintech vs banque traditionnelle, agence Euh, alors moi, je suis très tech, donc je vais forcément m'intéresser à ces boîtes-là, et d'ailleurs, je regarde ça d'assez près, même si là, en tant que senior advisor chez Robert Walters, j'utilise plus ces outils-là au quotidien. Il y a une direction financière chez Robert Walters qui fait ça très bien. Maintenant, je pense que les entreprises qui utilisent des banques d'un nouveau type, en fait, dans le cadre de leur développement, il y en a finalement relativement peu. Enfin, moi, j'ai toujours vu travailler avec des banques assez classiques, et pas forcément avec ces nouvelles organisations. Par contre, les toutes petites entreprises, ce qu'on appelle les TPE, voilà, les startups, etc., vont être beaucoup plus amenées à travailler avec ces fintechs, effectivement, parce qu'elles leur ressemblent. Ok. Et quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes diplômés ou aux jeunes en école de co qui voilà, cherchent encore leur voie aujourd'hui D'essayer des qui trucs. tâtonnent. Faut essayer, faut vraiment pas avoir peur d'essayer. Moi, je sais que il y a des profils que j'ai beaucoup appréciés dans ma carrière. Je vais donner un exemple, si je fais pas trop long, hein, mais On a le temps, prends ton temps. c'est pas un problème d'essayer des trucs. Voire d'essayer des trucs, en fait, c'est une certaine prise de risque. C'est-à-dire qu'on imagine beaucoup que sortir d'école de commerce, les choses sont un peu installées, qu'on est dans des rails, etc. Non, c'est pas comme ça. Et moi, j'ai eu un stagiaire avec moi quand j'étais chez Andersen Consulting, qui était chinois, qui, qui avait vécu toute sa vie en Chine, qui était un élève journaliste, qui est parti dans l'ouest de la Chine, en pays ouïghour, en fait, qui est revenu avec un reportage qui n'a pas du tout plu aux autorités, donc à qui on a demandé de sortir,
qui s'est retrouvé à Barcelone, en fait, à faire de l'économétrie, donc passer d'un métier littéraire à un métier plutôt de maths, qui est devenu plus ou moins assistant du prof, qui est rentré à l'ESSEC derrière, donc diplômé de master de l'ESSEC, etc. Et, et donc qui avait vu plein de choses, etc., qui s'était confronté finalement à des expériences multiples et variées. Bon, bah, ça lui donnait une profondeur de jugement qui était super intéressante. Même chose, hein, j'ai travaillé avec un gars chez AXA qui avait, lui, démarré par des études de chinois, et puis qui s'est rendu compte que c'était pas son truc, et qui s'est mis à faire des bases de données. En fait, faut pas hésiter à essayer des trucs, à sortir de sa zone de confort, à partir à l'étranger. Enfin voilà, il faut, tant qu'on est jeune, pas forcément classé en fait mis dans une case, bah, il faut essayer quoi. Faut tenter le coup. Il faut aller se confronter finalement et être en mesure de dire bah ça j'aime pas, voilà. Ouais, c'est ouf. Mais il y a tellement d'exemples de mecs qui ont des success stories. Jack Ma, tu vois. Jack Ma, le gars de KFC, plein de mecs qui deviennent. Qui réussissent tout simplement. Ils réussissent à leur manière avec des grosses boîtes cotées. Et ouais, qui se sont réorientés 1 million de fois. Et c'est un peu un tabou de se réorienter, je trouve. Enfin, Oui, bien sûr. aujourd'hui, c'est pas évident d'aller voir tes parents, de leur dire bon bah finalement ça me plaît pas ce que je fais, je veux changer parce qu'ils vont te dire bon bah tu vas cotiser. Enfin, moi je vois mes parents quand je leur ai dit que je voulais cuber par exemple, et un cubé, tu vois, je suis dans la même filière, Oui. je fais une année de plus, ils m'ont dit non mais tu vas cotiser une année de plus pour la retraite, ça va pas du tout. Et pense à la retraite quoi, j'ai 20 ans. Il y a un peu ce tabou. Est-ce qu'on aura une retraite, nous, déjà? Ça, Bah oui, c'est un c'est clair. sujet. Euh, Deuxièmement, moi, ce que je dis, faut absolument pas accepter de s'enquiquiner. Il faut pas accepter de s'ennuyer. Quand tu t'ennuies, il faut partir. Il faut, enfin voilà, moi, je sais que j'ai changé à chaque fois que j'ai trouvé en fait que c'était emmerdant. J'ai pris la poudre d'escampette pour aller faire des choses qui m'intéressent, quoi. Enfin, faut pas oublier qu'on passe quand même 8, 10, 12, voire plus d'heures par jour au travail, que c'est quand même l'essentiel du temps éveillé, et que si c'est en kikinant, c'est une torture. Donc il faut aller... enfin, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait à dire ça m'intéresse pas. Voilà, je vais aller faire des choses qui m'intéressent. Voilà. En tout cas, j'ai défini que ça m'intéressait pas, je fais autre chose, quoi. Toi, t'as eu cette période un peu de blanc où tu te dis ça me saoule, je me barre, hein. Ok. Bien sûr, l'année que j'ai passée chez Géodis, moi je me suis donné du travail, hein, puis au bout d'un moment j'en ai eu marre de me donner du travail. Donc j'ai dit bon ça suffit quoi. Et je m'ennuyais mais sans soudeleur. Donc à ce moment-là, j'ai qu'une idée, moi c'est de m'en aller, hein. Enfin, dès lors que je commence à m'ennuyer, moi je viens pas au travail comme on vient à la mangeoire, hein. Ça ne peut pas être qu'alimentaire. Ça doit être un terrain de jeu, de combat, un champ de bataille. Ça doit avoir un peu de sens. Enfin voilà, dès lors que ça devient, que tu as l'impression de tourner comme un hamster dans une roue, ouais, c'est ça. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Ok. Question finale, qu'est-ce que tu envisages dans les années à suivre? Est-ce que tu vas poursuivre chez Robert Walters? Est-ce que tu aimerais faire peut-être plus d'activités de consulting comme tu faisais avant? Ouais, sans doute. Sans doute que je vais revenir à un moment ou à un autre, en fait, je vais sans doute revenir à l'opérationnel du restructuring. C'est vraiment ce qui m'a énormément plu dans ma carrière. Voilà, c'est ce qui m'a le plus intéressé. C'est dans ces situations difficiles qu'on fait les plus belles rencontres, les rencontres les plus intéressantes. On a des gens qui sont en situation tendue, etc., où finalement on va avoir un rôle qui sera vraiment important. Et oui, à un moment, je vais envisager de revenir à des fonctions opérationnelles en fait dans le restructuring. Moi, je sais qu'il faut que je travaille jusqu'à 67 ans. Donc il me reste 13 ans à travailler. Voilà. Il faut que ces 13 ans soient des 13 ans. Alors c'est passionnant ce que je fais chez Robert Walters aujourd'hui. Mais ouais, je ferai pas ça ad vitam aeternam. Voilà, Jérôme, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'avoir. je t'en prie. J'espère que j'ai pas été trop. Oh non, c'était impeccable, c'était impeccable. Mais on espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et bon week-end à tous. On se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Merci. Voilà, c'était cool.